Bonjour, je suis Anne Intuitive, énergéticienne et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Anne installée sur les canapés. Bonjour Anne. Bonjour Marc. Merci d'être là, ravi de vous accueillir donc sur l'index, dans votre index ABC. On va parler de votre parcours de vie, on va parler également de votre expertise, de votre accompagnement. On a eu quelques difficultés hors antenne à préparer cette émission parce que c'est toujours très difficile, on aime bien en France mettre les gens dans des cases, mais c'est toujours très difficile de se dire, voilà, moi je suis ça. Voilà, alors que votre champ d'action est assez large. Complètement. Bon. Thérapeute holistique, évidemment. On va parler vous êtes présentée comme énergéticienne. C'est ça. C'est ce qui pourrait au mieux résumer ce que vous proposez? Complètement, effectivement, puisque je peux autant accompagner les humains que les animaux, mais effectivement, mon accompagnement se fait principalement pour les humains. Pour les humains. Alors, on va parler des soins énergétiques, de la libération émotionnelle par le globe oculaire. Libération émotionnelle par le globe oculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est exactement la possibilité de pouvoir libérer les personnes grâce en fait au mouvement et la réaction du globe oculaire. C'est une technique qui peut être considérée comme de l'MDR ou un cousin. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le MDR. Et c'est exactement la même façon de procéder? Exactement. Et pourquoi alors on l'appelle pas MDR? Parce que du coup on va utiliser en fait une approche un petit peu différente. Le MDR aussi est proposé pour les personnes qui ont un diplôme dans le médical et pour ma part je ne suis pas habilitée à poser ou à émettre un diagnostic parce que je n'ai pas de diplôme dans le médical. Ah ok, d'accord, donc c'est juste ça la différence. Exactement. Ok, très bien, donc si vous avez envie d'avoir cette libération émotionnelle, alors le MDR on en a déjà beaucoup parlé bien sûr, et là c'est la nuance se fait simplement sur une histoire de titre. C'est ça, exactement. Mais vous pratiquez exactement de la même manière. Oui. Pourquoi est-ce que c'était si difficile pour vous de vous définir? Parce que au final, on va pouvoir voir à travers différents principes, différents exercices de vie, différentes problématiques, un accompagnement en fait, et cet accompagnement pour moi est vraiment holistique. Donc, au cours de mon parcours, j'ai vraiment eu des expériences tellement différentes que maintenant, c'est vraiment très important pour moi de dire que j'accompagne les personnes dans tous les passages de leur vie, en fait. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Ça peut être des parents, des mamans, des personnes qui souhaitent être parents, donc pour des projets de PMA ou qui ont des difficultés avec leur enfant, qui n'arrivent pas à comprendre leurs problématiques, n'arrivent pas à comprendre aussi leurs bébés qui ont des mots, MAUX, et du coup je fais le lien. Je suis un petit peu l'intermédiaire entre l'enfant et le parent, où je vais pouvoir leur expliquer parce qu'on va me montrer, on va me faire comprendre, on va m'expliquer ce que l'enfant a ou le bébé. Et toujours à travers la canalisation? Oui, et puis le ressenti aussi. Le ressenti? Oui, je vais entendre, je vais ressentir, on me montre aussi, ça c'est très important. Donc je vais être cet intermédiaire-là qui va expliquer aux parents ce que le bébé ou l'enfant a. Vous faites de l'hypnose? C'est ça, oui, hypnose spirituelle de régression. De régression? Oui. Donc vous avez été formé à cette pratique? Exactement, oui, par l'IHS. Oui, donc du coup c'est très important pour moi, c'est le principe-là parce que j'en ai profité dans mes débuts. C'est un outil qui me parlait beaucoup et il m'a beaucoup aidé, donc pour moi c'était aussi évident de le proposer aux autres. Vous parlez de libération karmique? Libération karmique parce que c'est venu après. Je peux le faire aussi dans des rendez-vous en distanciel avec une autre personne, j'ai une binôme, j'ai l'habitude d'être aussi en canalisation. Parce que j'étais dans cet accompagnement pendant des années en hypnose et puis on a développé en fait un outil avec Myriam Burnout qui on a créé ensemble toutes les deux un accompagnement de libération karmique. Donc on va voir un peu cet aspect d'hypnose spirituelle de régression. On mélange également aussi le Theta Healing. Donc c'est une approche avec le karma libre du coup qui sont des techniques et des outils qu'elle développe et moi-même. On accompagne donc par Zoom les personnes comme ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais le Theta Healing, c'est un peu comme de l'hypnose. Exactement. On descend dans des fréquences de Theta. C'est ça. Par définition. Oui.
Et c'est un peu la même chose avec l'hypnose, pour le coup. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que nos approches sont complémentaires et on s'est dit, c'est fantastique, on va permettre cela. Alors, vous parlez aussi du contact avec les défunts, Oui. vous parlez donc la canalisation, contact défunt. À aucun moment, vous dites que vous êtes médium. Oui, c'est juste. Parce que c'est pas forcément un mot qui m'habille, Ok. mais on peut très bien le dire par moment. Je suis une intermédiaire ou comme Ouais. j'aime à dire Et la ça vous factrice. gêne le fait de dire que vous êtes médium? Non. Non, pas forcément. C'est que c'est pas forcément un mot que je vais utiliser Ouais. dans mon quotidien. Est-ce que vous vous souvenez justement cette canalisation, cette médiumnité que vous avez? Est-ce que vous avez souvenir du moment où il y a ce ressenti, ou c'est quelque chose que vous avez depuis toute petite? Alors, pas depuis toute petite, mais effectivement, j'ai entendu, ressenti des petites choses, on va dire, des émotions. Et puis, ça s'est vraiment installé lors d'un départ d'un proche, en fait, de ma belle famille, où elle est venue littéralement me parler. Okay. Et donc, en fait, je savais ce qui se passait alors que ça faisait quelques heures qu'elle était partie. Et donc, j'ai fait cet intermédiaire entre ma belle famille et... En leur disant, j'ai vu... J'entendais. Vous entendiez? Okay. Oui, je l'entendais. On préparait tout simplement, en fait, au mieux ses hommages et son départ avec son enterrement. Et je me suis mise à chanter sa chanson alors que eux ne se rappelaient plus du titre. Et moi, j'étais dans une autre maison, en fait, et je suis venue en fredonnant sa chanson à elle. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose qui, pour moi, est important parce que je peux accompagner les personnes, effectivement, notamment dans leurs souhaits au moment du départ et dans l'accompagnement des personnes autant qui sont en train, malheureusement, de partir ou qui n'ont plus l'usage de la parole ou qui ne peuvent plus communiquer avec l'entourage. Et en fait, j'exprime les dernières volontés, en fait. Les défunts passent par moi, mais même avant, les personnes, c'est-à-dire qui sont hospitalisées, vont m'expliquer en fait à leurs proches certaines choses, où ils vont m'expliquer ce qu'ils ont besoin de leur dire, qu'ils n'ont pas pu leur dire quand ils avaient la possibilité de le verbaliser. Donc c'est des moments très précieux. Mais alors, ces personnes qui sont hospitalisées, comment est-ce que vous entrez en contact avec ces personnes-là? Ça se fait. Il me parle. Parce que ça se fait à distance pour le coup, exactement. Vous n'êtes pas dans la chambre d'hôpital. Non, tout se fait en distanciel. Oui, ça se passe parce que, entre guillemets, je me branche à eux. Et dans ces cas-là, en fait, la famille m'explique que leur état, du coup, est différent, ou ils n'arrivent plus à dialoguer. Et dans ces cas-là, je me cale à eux, je me branche à eux. Et du coup, j'écris mot pour mot pour ne pas oublier, mais aussi pour ne pas déformer. Ça, c'est très important, de donner mot pour mot ce qu'ils transmettent à... Leur dernière volonté, c'est ça, comme on dit? Oui. Vous avez un exemple de quelque chose qui vous a profondément marqué, justement, dans ce cas précis-là? Oui, des tenues de personnes qui souhaitent pour leur hommage des chansons, c'est aussi des cadeaux qu'ils souhaitent faire à leurs enfants qui n'ont pas pu faire. Exemple, donne les couteaux, parce que chez nous, dans le sud de la France, on a des laïoles. Ce sont des couteaux, en fait. Avec le manche en bois. Exactement. On a tous eu un petit laïeul quand on était gamin. C'est ça, exactement, et c'est sacré pour nous. Et ce monsieur, en fait, expliquait qu'il avait plusieurs laïoles à différents endroits et qu'il en donnait un à chacun de ses fils. Donc donc ses fils découvrent cette information pour Exactement. Alors il savait qu'il en avait plusieurs, mais du coup il ne savait pas que c'était ou alors le fait d'être de préparer leur cérémonie et où est-ce qu'ils aimeraient que leurs cendres soient déposées, etc. Ouais. D'autres exemples qui vous ont bluffé? Vous en avez d'autres comme ça? Oui, c'est très important pour moi de dire à chaque fois que on me parle d'une fleur
Alors ça paraît anodin, mais c'est souvent des générations en fait qui ils sont vraiment en lien avec une fleur ou des histoires de vie, de marguerites ou de fleurs, et puis ou des personnes qui me disent on me parle aussi qu'il faut bien tailler la haie, il faut faire attention, voilà, des choses très concrètes, hein, parce que pour eux c'est important aussi pour le après, mais aussi c'est surtout des messages d'amour. C'est vraiment ça le plus important pour moi. Mais on peut aussi s'imaginer, est-ce qu'à l'inverse, vous avez des messages parfois qui sont un peu rudes Est-ce que la personne qui est aux portes de la mort, comme on dit, peut vous communiquer un message qui est presque un peu désobligeant ou quelque chose en disant je ne veux pas que pendant la cérémonie, il y ait telle personne de la famille? C'est déjà arrivé ce genre de cas? Alors pas forcément, non, parce que pour moi, c'est du coup des personnes qui vont le sentir. Je n'ai pas forcément ce type de discours-là. Je vais simplement avoir pas de fleurs. Ne vous encombrez pas de ça, au plus simple. Je ne cherche pas ça, je ne souhaite pas ça, mais ça va pas être un tel ou un tel. Moi, j'aime à dire que quand on travaille avec les familles qui accompagnent, on classe les dossiers avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des soins énergétiques en amont et on va vraiment poser les choses en soins énergétiques avec les personnes, mais aussi ce qu'il reste, c'est-à-dire l'entourage, la famille. Et dans ces cas-là, il va y avoir des compréhensions, des libérations, des messages qui vont se faire en amont. C'est ça qui est le plus important. Mais qui classe les dossiers? Vous? Alors, les énergies qui entourent la personne, parce que moi je suis juste un intermédiaire, et ça c'est très important. Mais ça veut dire que vous n'avez pas cette info, alors pour le coup. Vous n'avez pas ces infos... On va le voir en amont. Ok. On va le voir en amont. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils sont aux portes, bien souvent, on va avoir des compréhensions qu'il y a eu des disputes avec le parent qui est parti, ou alors qu'il y a des disputes avec un enfant. Et dans ces cas-là, l'enfant qui vient vers moi ou qui est du coup en lien, ça va se faire parce que souvent je peux du coup enregistrer les conversations ou du coup ils vont noter et ce sont les personnes qui me contactent qui vont donner les messages aux autres personnes. Il y a des secrets de famille aussi qui peuvent être dévoilés. Il y a des abus qui peuvent être aussi malheureusement témoigner ou partager. Mais ça, vous donnez l'information quand vous l'avez. Oui. Et dans ces cas-là, c'est redistribué à la famille s'il le souhaite. Et c'est la personne qui subit ou qui a subi qui est OK ou pas de le faire avec le reste de l'entourage. Bon, en tout cas, c'est celui qui vous, entre guillemets, commande l'information. C'est ça, oui. C'est à lui que vous donnez cette information-là. Oui. Mais il n'est pas rare qu'il y ait des groupes WhatsApp qui se créent. Et dans ces cas-là, il rajoute la famille parce que je vais vraiment, du coup, retranscrire mot pour mot et je vais le redistribuer vocalement et ils vont le repartager, en fait. Et après, il y a beaucoup de retours parce que la famille ne savait pas, parce qu'ils me remercient ou parce que c'est la personne qui, du coup... est dans un état palliatif qui a encore la possibilité de pouvoir dialoguer, on aura fait ce travail énergétique en amont qui partagera par exemple à ses proches « je n'ai plus peur de la mort ». J'ai vu un tel, j'ai vu ma famille, j'ai pu pardonner. Mais ça c'est... Alors vous avez effectivement des messages, vous captez effectivement des messages de ces futurs défunts, si je puis dire. Oui, c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais... il y a parfois, il y a évidemment ce que j'appelle moi les messages généralistes. C'est-à-dire je n'ai pas peur, tout va bien, je vous aime. Voilà, ça c'est des messages un peu dits classiques. Oui, c'est vrai. Mais vous avez des choses extrêmement précises. Oui. Avec des noms, avec des personnes qui sont, j'allais dire, désignées, des choses comme ça. Oui, dans la mesure où quand je fais cet accompagnement, on peut aussi faire en amont ce travail du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on fait un soin énergétique, donc on va me montrer, on va m'expliquer comme un arbre généalogique et je vais savoir à qui ça correspond. En fait, s'il y a des mots ou des problématiques, des abandons, des abus faits par un tel ou un tel, et là je vais leur expliquer bien sûr à ce qu'il reste, ce qui s'est passé. Donc si c'est le grand-père, si c'est le grand-père maternel, ou s'il y a eu une dame qui a malheureusement dû abandonner son enfant, et on va remonter vraiment en transgénérationnel très très loin des fois.
Et donc c'est pour ça qu'en fait ce qui est précieux pour moi, c'est-à-dire que on va vraiment accompagner celui qui part, mais aussi la famille ou ceux qui restent. Et il y a la dimension animalière. Oui, Parce que ça aussi, la communication animale, on a le sentiment quand même que tout vous arrive, quoi. Je veux dire qu'on fasse les bébés, les ados, les adultes, les animaux, c'est voilà, tout le monde. oui, parce que le bébé ne peut pas verbaliser ou communiquer ce qu'il aimerait dire ou ses problématiques, et l'animal va être de la même façon contraint de pas pouvoir verbaliser, et donc je vais vraiment ressentir, mais également redistribuer des informations complètement. Oui, oui. Un exemple sur un bébé? Ah, au bébé. Souvent, les bébés souhaitent être accompagnés de leurs parents à faire des choses, mais ils vont être très, comment dirais-je, très cash, comme on va dire aussi un peu les animaux. J'aime pas faire trop cette comparaison-là, mais les bébés vont dire souvent à leurs parents qu'ils aimeraient avoir un petit peu plus de nourriture, ou simplement d'être en lien avec leur enfants, mais leurs frères et sœurs. Ça, c'est très important aussi, d'être en lien avec les frères et sœurs qui va les laisser un petit peu de côté ou qu'ils aimeraient un peu plus d'attention. Ça, c'est très important. Ouais. Et vous voyez donc du coup, en ayant donné cette information-là, vous voyez un changement de comportement du bébé? Oui. Oui, parce que du coup, il va être moins dans le refus, ou il va être plus apaisé, il va partager autrement. Ça, c'est pour moi important. Parce que du coup, un grand frère qui ne s'occupe pas de sa petite sœur, c'est un petit peu dommage. Ou alors qui ne montre pas d'intérêt ou de sollicitation, alors que le grand frère a eu beaucoup d'amour, et il peut y avoir aussi des jalousies ou dans des familles un petit peu reconstituées. Alors, dans votre accompagnement en tant que thérapeute holistique, évidemment, il y a cette histoire que vous partagez dans la préparation de l'émission, où vous perdez votre chienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Le début, en fait, de moi, c'est vrai, de tous ces ressentis, ça a été effectivement sa vie avec nous, parce que elle a été l'élément déclencheur, en fait. Grâce à elle, j'ai vraiment ressenti, entendu tous ces mots et compris comment est-ce que ça se passait. C'est-à-dire que suite au décès de votre chienne, c'est là que la communication animale s'ouvre? Alors, ça a été en amont. Ça a été... malheureusement, elle a subi un accident dans les premiers mois de sa vie. Je le raconte dans mon livre autobiographique. Je me suis surprise à prier parce que je suis quelqu'un d'athée, c'est-à-dire que je étais d'origine, donc on va dire catholique, mais je n'ai pas pratiqué pour autant. Et en fait, malheureusement, dans cet moment douloureux, je me suis surprise à prier. Et du coup, j'ai ressenti des choses dans mes mains, et c'est là où ça a commencé. Et puis après, avec une autre chienne, où j'ai fait des soins en pratiquant, bien évidemment avec elle, mais avec cette autre chienne, je me suis surprise à lui parler dans sa tête. C'est-à-dire que j'étais en train de vraiment faire ce soin énergétique, et ça va aller, tout va bien se passer. Et je me disais, mais à qui je dis ça? Pourquoi j'entends ça? Et petit à petit, ça s'est démêlé. Et suite au départ d'une autre chienne, j'ai compris aussi qu'elle voulait venir avec nous. Et c'est pareil, elle est venue à nous, en fait. Et je lui ai expliqué que maintenant, elle était libre et qu'on la remerciait, qu'on avait beaucoup d'amour pour elle. Et là aussi, quand vous parlez de la communication animale, tout se fait à distance? Oui. Support photo? Oui. Parce que l'animal est au calme chez lui, et on va pouvoir aussi bien en fait communiquer avec l'âme de l'animal. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de solliciter l'animal à se déplacer ou le contraindre en fait à être patient pendant cet événement-là, ou nous-mêmes de se déplacer, parce que que ce soit un chat, un chien, des chevaux. Vous avez fait aussi les chevaux? Oui, bien évidemment, oui. Les chevaux, c'est vraiment... C'est puissant. Oui, tous ceux qui nous parlent de la communication animale au travers des chevaux sont bluffés à chaque fois. Oui. Ils s'étonnent même de la noblesse de cet animal et de sa compréhension, son intelligence, sa puissance.
Exactement, le mot est juste noblesse parce que ils ont vraiment entre eux tout un univers et nous, on est juste là à le découvrir. Vous avez un exemple d'accompagnement, enfin de communication avec un cheval qui vous a Oui. marqué? Oui, alors communication et soins par rapport à une jument qui venait du coup d'être intégrée dans un troupeau. Elle n'avait pas sa place, elle était timide et puis les autres chevaux ne la voulaient pas forcément. Et du coup, je lui ai fait ce soin énergétique et elle m'expliquait que les autres, malheureusement, animaux d'avant, dans l'ancien hara, n'avaient pas forcément été bienveillants et l'humain également aussi. Et elle avait besoin vraiment de le verbaliser, mais aussi de déposer énergétiquement tout ça. Ce qui a fait que du coup, en la laissant faire, son humain qui était à côté de moi, je lui verbalisais. Et progressivement, la jument qui était écartée du troupeau s'est rapprochée du troupeau. L'humain donnait à manger du coup aux autres animaux et elle ne pouvait pas avoir accès à cela. Et progressivement, elle s'est insérée dans le groupe et elle s'est mise à manger avec les autres. Et depuis, elle fait partie du groupe. Elle fait partie du groupe. Oui. Ouais, c'est joli ça. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans le monde équestre, il y a beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont compris cette dimension-là. Oui, alors on va dire humain ou on peut Oui. dire aussi gardien, Oui. complètement. Oui, parce que c'est très important aussi nous de faire le lien, c'est-à-dire que les humains d'avant vont avoir une sensibilité, une expérience, une patte avec leur accompagnement, avec les animaux. Du coup, moi en fait, je vais juste expliquer à celui qui va du coup l'avoir, il ou elle a fait ça, a été habitué à faire tel et tel exercice, il ou est mieux ou elle dans cet exercice-là, dans ces cas-là, on peut essayer progressivement de l'intégrer de cette manière-là. Elle est OK pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir leurs aptitudes avec lesquelles ils ont cet inné ou cet acquis et on va démêler ensemble pour personnaliser l'accompagnement et ou les entraînements. Oui, parce que j'imagine que là aussi, je me suis toujours posé la question de savoir si les chevaux de course, par exemple, étaient vraiment des animaux heureux. Même si on sait qu'ils sont bichonnés, que voilà, sont des athlètes de très haut niveau, que je me suis toujours posé la question de savoir s'ils aimaient ce qu'on leur... Ils ont cette sensibilité et le goût du dépassement, comme l'humain ou le cavalier qui va le monter. Ils vont avoir cette symbiose. On parle vraiment de cette fusion entre le cavalier et son cheval. Et c'est là où est-ce que le cheval va exprimer à son cavalier quand il a une difficulté de se déplacer, fais juste ça, ou fais juste ça. Simplement dans sa posture ou dans la précision en fait de l'action ou de l'ordre. Et ça vous le donnez, c'est l'information que le cheval vous communique, oui. Et vous redonnez ensuite au à son humain, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous savez si le cheval est heureux ou pas? Oui. Alors c'est subjectif pour eux, mais ils vont nous dire souvent oui, je suis bien traité, ou oui, j'ai tout ce qu'il faut, oui, j'aime sentir quand il est heureux lui aussi, ou elle aussi, et dans ces cas-là, je suis bien aussi. Et à l'inverse? J'ai besoin de ci, ou j'aimerais être plus dans le pré, ou j'ai besoin d'être plus en contact avec d'autres chevaux. Voilà ce qu'ils vont du coup partager, parce que eux sont très concrets aussi dans leur façon d'être. Et un cheval de course qui n'a pas envie de faire la course, il vous le dit? Alors, il va j'aime pas faire je n'aime pas faire ce qu'on me demande. Ça va être en amont. Ça va être en amont où il va expliquer qu'il n'est peut-être pas le mieux dans tel et tel exercice. Ou qu'il va exceller peut-être un animal qui a l'habitude de courir. Il va exprimer peut-être qu'il va être plus endurant que peut-être dans le sprint. Ils vont le voir en amont, de toute manière, quand ils vont préparer. Donc c'est pour ça que ça se construit, ça se fait jamais au dernier moment. C'est toujours très délicat, parce que même quand on a des enfants, qu'on les emmène, par exemple, dans des centres équestres avec notamment la petite balade de poney. Oui, exactement. Il y a tout su droit, ça, la petite balade de poney. Oui. Et quand on regarde ces animaux-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander s'ils aiment vraiment ce qu'ils font, s'ils sont heureux là où ils sont. Ils sont effectivement conditionnés, peut-être au départ, mais ils sont surtout aussi accompagnés de l'humain qui va voir
dans leur comportement ou dans leur façon de faire, s'ils sont OK. Ils vont avoir leur petit caractère. Mais grâce à ce petit caractère, on va savoir où sont, on va dire, les limites. Et puis s'il est OK ou pas de faire ce moment avec cet enfant. En tout cas, on a bien compris que votre accompagnement est assez complet. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire entre les humains ou les animaux ? Les deux. J'aime beaucoup les humains parce que c'est aussi la possibilité de faire le lien entre la maman et son enfant qui va rentrer aussi à l'école. C'est une étape très importante. Et également de se dire que elle a l'habitude, par exemple, si c'est une petite fille, de jouer avec ses camarades à la crèche. Mais quand ça va être le moment de partager un moment studieux à l'école, du coup, il va y avoir des petits accrochages potentiellement avec d'autres enfants ou avec la maman qui va partager un petit peu de pression, de tension. Là, c'est pareil. On va du coup expliquer que l'enfant a besoin plutôt ou a envie d'être plus au calme ou avoir un moyen de s'exprimer ou de se défouler physiquement. Voilà. Dans les soins énergétiques, vous avez du magnétisme aussi ? Alors, j'utilise pas le mot magnétisme. J'explique plutôt que je redistribue des énergies, en fait. C'est-à-dire que je capte des énergies qui sont tout autour de moi et je la redistribue, en fait, aux personnes. Donc, je parle pas de magnétisme. Donc, vous parlez pas de magnétisme Non. et pas de médiumnité ? Non, c'est vrai. Alors, je n'ai vrai, absolument rien Bien contre sûr, ça. j'imagine, mais Mais c'est vrai que c'est... Oui. Alors, le magnétisme, je peux l'avoir. Je peux ressentir, couper le feu. Mais c'est pas ce que je dirais... oui, je suis pas... Non, mais dans le magnétisme fait partie des soins énergétiques. Exactement. Quelque part. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus ou le mieux parce que je pars du principe que les énergies qui sont tout autour de moi, que je redistribue aussi aux personnes, sont au mieux et font mieux pour elles, pour leur mieux-être. Pour quelqu'un qui était plutôt adepte de « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois », c'était vous, hein ? Oui, complètement. Ça a été très important pour moi de déconstruire cela, mais aussi pour avoir une forme de spiritualité très pratico-pratique au concret. Ça, c'est très important aussi parce que souvent, c'est trop abstrait pour les personnes ou subjectif. Donc, ça a été une très belle école pour moi d'apprendre, de déconstruire et de me dire « mince, oui, je suis forcée d'y croire. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. » Quand ça passe par notre corps, on ne peut pas douter. Quand ça passe par nous-mêmes, on ne peut plus... Vous doutez plus aujourd'hui ? De moins en moins. Je demande quand même à avoir des vérifications, toujours, pour la personne, pour être le mieux aligné. Oui. L'humilité avant tout, c'est très important. Soins énergétiques, libération émotionnelle, l'hypnose évidemment, la libération karmique, toutes les guidances, le contact défunt. Il y a même de la géobiologie. Oui. Quand je dis que vous êtes un couteau suisse de l'accompagnement, vous faites tout, hein ? Parce que c'est vraiment venu au fur et à mesure en fait de mes perceptions, de savoir comment est-ce qu'on est, j'aime dire, câblé. Quand on va rentrer dans des lieux, on va se sentir plus ou moins bien. On va être plus ou moins à l'aise. Et donc, j'ai dû comprendre, décortiquer et juste expliquer aux personnes que les lieux, que ce soit personnels ou professionnels, sont des extensions ou des prolongements de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, ça me permet de pouvoir accompagner les personnes dans leur lieu de vie et professionnel. Quand je prends au pied de la lettre la phrase que vous venez de dire, le lieu professionnel est souvent un prolongement de soi-même. Oui. Quand je vois le studio tel qu'il a été conçu, je me pose la question. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir conçu quelque chose de cette manière-là, avec autant de couleurs, avec autant de lumière, avec autant de... C'est le reflet de notre personnalité, c'est aussi la joie, on a besoin de ces couleurs, on a besoin de ces objets. Cela fait partie de notre histoire. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est précieux. Nous sommes des humains et si on est là, c'est pour être en contact avec cette matérialité, cette histoire. Oui.
On va mettre autour de la vidéo évidemment tous les liens pour rentrer en contact avec Anne, encore une fois à distance, et vous l'aurez compris, le panel est large dans ce que évidemment Anne peut vous proposer dans ses soins énergétiques. On va dire que c'est la grande famille des soins énergétiques, Oui. mais qu'ensuite évidemment les choses en fonction Oui. de ce que vous allez ressentir et des premiers échanges que vous pouvez avoir avec la personne qui vous contacte, C'est ça, eh bien vous allez adapter exactement. avec l'ensemble des outils que vous avez. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Simplicité, humilité, bienveillance. Tout simplement. Merci Anne. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, comme l'a dit Anne. Vous allez partager bien sûr. Et nous, on se retrouve très très vite pour un prochain portrait Index. Merci à tous. Merci.